Bonjour à tous, mon nom est Jonathan Paré et je vous souhaite la bienvenue à une autre émission d'Interaction Sport. Et aujourd'hui, mon invité, très intéressant, puisqu'il vient de l'autre côté de l'Atlantique, et je dis bien de la France, c'est Sylvain Taillandier. Salut Sylvain. Salut Jonathan, ça me fait très plaisir d'être avec toi sur cette émission. Oui, ça fait une couple de fois qu'on se voit parce que tu es à Québec présentement, donc la moitié de l'année, et t'es l'autre moitié en France. Mais avant de parler un peu de tes différents projets, de pourquoi tu es ici, j'aimerais que tu me parles un peu, toi, de te présenter. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Parce que moi, je suis chroniqueur sportif ici, et toi, tu fais sensiblement la même chose, mais en France. Bah, et c'est ça. Ici aussi, là, tu sais. C'est ça, en fait, maintenant, ma situation, c'est que je suis chef d'entreprise, en fait. J'ai lancé ma société depuis peu de temps. Et du coup, c'est une société de médias et de communication. Donc, je développe un portefeuille de clients sur la partie communication, et en même temps, je développe des projets journalistiques et médiatiques autour du hockey. Et évidemment, là, c'est où est venu l'intérêt quand t'étais plus jeune, là, j'imagine, d'être journaliste sportif? Hein, souvent, là, on entend là, les chroniqueurs faire leur biographie, entre guillemets, dire « Ah, c'est parce que j'assistais à un événement que j'ai eu la piqûre nécessairement pour ça. » Où t'es venu l'intérêt d'être journaliste sportif? Et à quel âge, peut-être, t'as eu cet intérêt-là? Bah, c'est arrivé assez tôt, je te dirais. Je pense que j'ai d'abord eu l'amour des mots et l'amour des livres. J'ai lu énormément quand j'étais jeune, ça m'a été transmis par mon père notamment. Et donc j'ai beaucoup lu, et puis je me suis passionné pour le sport. En fait, ce que j'aime beaucoup dans le sport, c'est depuis que je suis petit, je pense, c'est le scénario qui s'écrit sous les yeux, quoi. Et ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant, très littéraire justement, très intéressant. Et aussi loin que je m'en souvienne, ça m'a passionné très vite. Je faisais ça, je vais avoir l'air un peu étrange de parler de ça, mais c'est le soccer, tu sais, le sport numéro 1 en France et en Europe de manière générale. En France, vraiment très loin devant les autres sports. Et quand j'étais jeune, en fait, je remplissais des cahiers entiers de composition d'équipe, je faisais des tactiques, je créais des tournois, et puis je jouais, tu sais, au petit jeu de football au soccer de table. Et puis je recrée des tournois comme ça tout seul, voilà, dans la cave. Qu'on appelle le baby-foot ici, là. C'est-tu le même? Baby-foot, toi tu parles de celui avec... Ouais, c'est ça. Non, c'est pas le football de table, en fait, tu sais, tu as donc un terrain de soccer que mon père avait mis d'ailleurs sur une ancienne porte ou quelque chose comme ça, okay. Tendu, et t'as des petits joueurs dessus. Et tu sais, tu peux les bouger comme tu veux en tapant dessus avec ton doigt ou etc. Ok, c'est pas des espèces de manivelles un peu. Non, c'est pas ça, voilà. Ça, c'est effectivement le baby-foot, on dit la même chose chez nous. Non, c'est du football de table, en fait. Il y avait Subbuteo qui était hyper connu dans le temps chez nous. Et puis un autre après qui était aussi très connu. Et du coup, je reproduisais en fait des tournois entiers de soccer. Internationaux, nationaux et tout, et je reportais tout, les statistiques de but, je créais mes petits scénarios. Est-ce qu'à ta connaissance, ça existe encore, ce jeu-là, ou? Bonne question. En tout cas, non, je pense que les jeunes n'y jouent plus du tout. Maintenant qu'il y a les jeux vidéo, à l'époque, il n'y avait pas ça. Mais c'était mon jeu vidéo à moi, en fait. C'était mon théâtre des rêves, et j'inventais tout ça. J'avais des cahiers remplis de ces compétitions, de ces statistiques de soccer, etc. Donc j'étais déjà, en fait, sans le vouloir, quasiment dans le journalisme sportif, presque, mais je reportais des événements que je créais finalement avec mon imagination. T'as fait tes études d'où en France? Parce que je sais que tu m'as dit que t'avais eu que ton bac en journaliste, là, veux pas. Donc, dans quelle région et où t'as fait tes études? C'est ça, alors en fait, donc tu sais, chez nous, le baccalauréat, c'est à 18 ans environ, c'est l'examen de passage pour tout le monde un peu général. Ok. Et du coup, après ça, moi j'ai décidé de prendre un an et de faire une faculté d'histoire. Donc une année d'études supérieures en histoire, le temps de préparer les concours d'école de journalisme. Moi, dans mon idée, en fait, je voulais travailler le plus vite possible. Je voulais faire du terrain le plus vite possible. Les études, ça me plaisait sans plus, honnêtement, c'était pas, voilà, j'avais besoin d'expérimenter, de voir du terrain. Donc j'avais trouvé 3 écoles potentiellement qui pouvaient m'accueillir de journalisme, qui recrutaient c'était assez compliqué le recrutement. Donc je me suis laissé un an pour avoir un petit peu d'expérience et pour préparer ces concours-là. Et donc je les ai passés, j'ai été pris en fait dans une école qui était en Bretagne, à Lannion, dans les Côtes-d'Armor, et c'était 2 ans fabuleux. Et puis grâce à cette école-là aussi, j'ai pu passer ma 3e année au Québec à l'université là-bas. C'est ça, j'allais dire, on allait faire un petit parallèle sur le fait que t'es venu un an ici. Donc t'es étudié en quoi ici? En journalisme en fait. C'était, okay. Mais c'est comme un échange dans le fond ou... Ouais, c'est ça. C'était vraiment un échange particulier entre les deux structures, et il n'y avait pas de diplôme à la clé, là. Il y avait rien à récupérer en termes de diplôme. C'était vraiment une expérience et de vie et de manière générale. Donc en fait, en arrivant ici, on m'a demandé qu'est-ce que je faisais comme études. Donc j'ai dit journaliste, je pouvais à peu près prendre tout ce que je voulais en termes de cours. Donc j'ai pris plein de cours sur
très très varié sur la culture générale et puis évidemment sur le journalisme aussi. Et c'était une magnifique année et qui m'a donné bien envie de revenir. Et donc voilà, c'est un peu c'est de l'émotion pour moi que de revenir à m'installer là aujourd'hui en partie. C'est quoi les clubs que tu as couverts à tes débuts en tant que journaliste sportif, si on peut dire au début, là, peut-être pas quand tu étais journaliste officiel, mais qu'est-ce que tu as couvert? Bah c'est ça, je vais plutôt te parler du coup de ceux que j'ai vraiment été voir jouer. Okay. Parce que après, tu vois, ouais, non, c'est ça. Comme je te disais, dans ta chambre, tu peux faire plein de trucs là, mais tu vois vraiment quand c'est devenu un métier, en fait, moi j'étais l'année où j'étais de faculté d'histoire, dont je te parlais tout à l'heure. En fait, du coup, j'étais à Châteauroux, dans la ville où j'ai vécu, c'est en plein centre de la France. Et il y a une équipe de Ligue 2 en fait. Et du coup, j'étais correspondant sportif pour le journal local. Pigiste, si tu veux, localement, voilà, c'est pas un statut professionnel, mais le week-end, tu vas couvrir des courses de vélo, tout un tas de choses, des matchs de rugby, etc. Et donc je faisais tout un tas de petits clubs comme ça, mais de temps en temps aussi j'avais le droit, c'était un peu la récompense, parce que je travaillais pas trop mal, ça se passait déjà bien. Et du coup en fait j'avais le droit d'aller accompagner une journaliste professionnelle sur les matchs de soccer de l'équipe qui était en 2e division à l'époque, la Berrichonne de Châteauroux. Donc c'est vraiment le premier club que j'ai commencé à suivre, on va dire, professionnellement, même si c'était semi-professionnel encore à l'époque. Et après j'ai fait beaucoup de soccer un peu partout où j'étais, parce que ça reste le sport d'attrait principal, et puis les clubs les plus puissants souvent localement quand on y est. Donc j'ai fait Romorantin, qui était à l'époque en 3e division, qui est un village quoi. C'est microscopique, c'est en Sologne et tout, c'est très particulier, mais qui était en 3e division quand même, ce qui était un très important pour le département à l'époque. Et puis j'ai fait Lille un petit peu aussi, ça c'était un autre niveau, hein. C'était la première division, ouais, et puis Coupe d'Europe, etc. Mais c'est quoi la différence entre les clubs de première et 2e division? Je sais qu'en première division, bon, c'est la grosse argent, les gros marchés. Mais en 2e division, il y a quand même des marchés qui sont intéressants. En termes d'assistance, en termes de budget d'équipe, qu'est-ce que tu pourrais dire la différence entre les deux ligues? C'est une bonne question. En fait, il y a quelques en gros, le soccer français, t'as des grosses plateformes incontournables. Tu vois, on pense tout de suite à Paris, Monaco, Lyon, Marseille. Voilà, il y a quelques clubs très installés. Ensuite, tu as des clubs moyenne gamme, mais qui risquent pas grand-chose honnêtement pour descendre en 2e division. Et puis après, entre le bas de la première division française de soccer et puis la 2e division, il y a quasiment pas de différence de niveau. Avec les droits de télévision, ce que tu gagnes en budget à l'échelon supérieur, en fait, te permet du coup de signer 2 ou 3 recrues supplémentaires et d'avoir une équipe plus compétitive et d'essayer de te sauver. Tu as un championnat tous les ans à peu près de, 5-6 équipes qui essayent de ne pas descendre à l'échelon inférieur en 2e division, mais ça se vaut. Et puis tu te retrouves avec des clubs comme Strasbourg en 2e ou en 3e division même. Tu te retrouves avec des clubs comme Lens, des clubs qui sont historiques. C'est ça, Lens, ouais, parce que eux, je pense qu'ils sont dans un stade de 35 000 personnes. Ah, mais c'est fabuleux. C'est plein, eux autres. Ouais, j'y suis allé plusieurs fois à Lens, et c'est à chaque fois une expérience incroyable. Même en Ligue 2, le stade était pas plein. Et voilà, on entend les corons, qui est cette chanson absolument magnifique, et puis ça apprend aux tripes, etc. C'est vrai que c'est cliché, mais c'est une expérience incroyable. Voir un match là-bas à Lens, c'est quelque chose de fort, même en 2e division. Donc c'est sûr que les équipes de Ligue 2 peinent peut-être à aller chercher des partisans où les gens sont vraiment ancrés dans leur équipe de leur ville. C'est très variable en fait. Tu vas avoir des places fortes qui réussiront quoi qu'il arrive à avoir leurs 8-10 000 spectateurs un minimum. Et puis tu as des clubs qui sont des tout petits clubs qui ont des fois grimpé 2, 3, 4 divisions en très peu de temps, qui ont des stades pas trop adaptés, etc. C'est très hétérogène en fait le paysage du football français. Il y a une dizaine de 8-10 grandes puissances, entre très grandes et grandes puissances, on va dire, qui financièrement sont très costauds, ont des professionnels à tous les niveaux, y compris dans la structuration du club. Et puis dès la 2e division, tu vois des fois des clubs qui sont pas aussi armés que ça, quoi, loin de là. Donc c'est assez hétérogène. Ça reste le sport numéro 1. Pour autant, il n'est pas dominant sur le plan mondial. Enfin, en tout cas, via ses joueurs, oui. Son équipe nationale, oui. Mais beaucoup de ses meilleurs joueurs, pour pas dire tous avant que le PSG arrive, en quelque sorte, allaient jouer dans les grands clubs étrangers, quoi. C'est quoi les différentes villes que tu as travaillées, puis pour les différents médias aussi, quelles sont tes meilleures expériences, puis peut-être la ville que tu as aimé le plus travailler, finalement? C'est intéressant. En fait, j'étais basé à Tours la majorité de ma carrière. En fait, j'ai commencé en étant un peu itinérant quand on débute, qu'on n'a pas un contrat fixe en France. C'est un peu ce que je faisais. Donc j'ai fait des petits bouts à droite à gauche, y compris d'ailleurs dans autre chose que dans du sport, dans de l'actualité, dans du fait divers, etc. Et puis après, quand j'ai été vraiment engagé pour de bon dans mon journal, j'ai été à Blois pendant un moment. Donc c'était une ville absolument charmante, mais qui au niveau du sport, voilà, c'est pas extraordinaire, quoi. Là, il y avait une équipe vraiment intéressante à suivre, qui était l'équipe de basket, qui était en 3e division,
pour te dire, c'était l'équipe la plus intéressante, tu vois. Et j'arrivais, j'étais le 4e journaliste sportif. Ok. Donc tu te doutes bien que c'est pas le 4e journaliste sportif qui fait le plus souvent, voilà, ce qui est le plus intéressant forcément quand, même si j'ai eu l'occasion de le faire quelques fois. Donc j'ai quand même suivi, j'étais le numéro 2 en quelque sorte sur le club de soccer de Romorantin dont je te parlais tout à l'heure. C'était une super expérience, mais voilà, moi je voulais aller à Tours parce que c'était la rédaction principale du journal. Et parce que là, il y avait des clubs vraiment intéressants, dont un club de hockey, bien sûr, que je regardais du coin de l'œil depuis que j'étais rentré dans le journal. Donc voilà, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à couvrir le sport que j'aimais le plus, qui me passionnait le plus, et puis à vivre cette expérience-là. Donc je te dirais que c'est Tours qui m'a évidemment le plus marqué au niveau de mon expérience professionnelle, même si mon petit passage à Lille, qui était en fait entre les petits contrats que j'avais au départ dans le journal, qui m'ont embauché ensuite, et du coup le fait que je sois embauché, entre les deux j'ai pu travailler un petit peu à Lille, j'ai adoré cette ville, j'ai trouvé ça fantastique, mais après les opportunités ont fait que je suis revenu en fait dans la région que je connaissais pour être embauché pour de bon, quoi. Justement, tu parlais de hockey, on va faire la transition vers ça. Aujourd'hui, le hockey en France, bon, on s'en parlait il y a quelques semaines, c'est pas nécessairement aussi gros que ça pourrait le laisser paraître, à cause justement que le soccer accapare beaucoup de place, que ça soit médiatique, que ça soit pour les gens là-bas. C'est quoi actuellement le portrait du hockey en France? Si tu pouvais me donner exemple, un résumé de ce que toi tu peux voir de ce que c'est là-bas, parce que t'as vu plusieurs villes, t'as interviewé des gens aussi, t'as vu l'intérêt des partisans. Actuellement, l'état du hockey en France, c'est quoi? C'est une petite communauté très investie, très passionnée, mais une petite communauté. Pour te décrire en fait le paysage du hockey français, côté professionnel, t'as une ligue professionnelle, qui est l'élite, qui compte, allez, on va dire 2, 3, allez, 4 clubs vraiment costauds, qui sont implantés là depuis longtemps, qui financièrement semblent assez à l'abri d'un accident grave, et en dessous c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en dessous de ces clubs-là, il y a des prises de risques tous les ans, il y a beaucoup de travail qui est fait pour aller chercher des partenaires, parce que c'est pas facile, il y a peu d'aides publiques et de moins en moins, alors que beaucoup de ces clubs ont vécu quand même largement là-dessus, sur ces aides publiques-là. Donc il faut arriver à mobiliser localement les supporters, etc. Il faut arriver à trouver des sponsors privés alors qu'il n'y a pas de diffusion sur un grand média. Donc c'est très compliqué. C'est quand même surprenant parce que la France, avec le nombre de population qu'il y a là, on s'imaginerait peut-être que le gouvernement justement était plus proactif, parce que si on compare avec l'Angleterre, qui, eux, font quand même beaucoup d'efforts, justement, pour vendre le hockey et pour s'investir dans les infrastructures et dans les équipes du développement jeunesse. C'est quand même surprenant. Toi, j'imagine que tu es surpris de voir ça actuellement en France, là. Depuis les années que tu couvres, là, ça fait peut-être 10-15 ans. Là. C'est intéressant. On a vu quand même des évolutions. Par exemple, le fait qu'il y ait un championnat du monde organisé entre la France et l'Allemagne, mais on a vu quand même à Paris les meilleures équipes mondiales. C'était incroyable. Faut noter ça, moi je garde bonne mémoire des choses positives parce qu'elles existent. La Ligue Pro quand même principale est plus structurée. Aujourd'hui il faut être une entreprise pour avoir son club en première division, ce qui n'était pas le cas avant et ce qui est très important à mon avis. Donc il y a du mieux. Mais là tu vois, à l'heure où on parle, il y a le club de Lyon qui est en grosse difficulté financière et qui a priori va passer directement en 4ème division. Enfin c'est la fin du hockey de haut niveau à Lyon, de ce qu'on en sait maintenant. Ils sont en recours, donc voilà, mais en tout cas il y a ce risque-là et il y a quasiment un club par an qui tombe complètement d'élite et se crache, donc c'est vraiment dommageable, quoi. Historiquement, c'est quoi les occupations des propriétaires qui ont ces genres d'équipes-là? Est-ce que c'est plus souvent des compagnies de câbleaux distribution? Est-ce que c'est plus souvent des propriétaires privés qui ont des sociétés dans les villes et qui essaient de faire un peu d'argent avec ce loisir-là, ou finalement ils en font pas là, parce qu'ils déclarent des recettes qui sont dans le rouge à la fin de l'année? C'est quoi un peu le profil des propriétaires actuellement? En tout cas, pas des gens venus de l'extérieur qui voient effectivement un bon moyen de gagner de l'argent. Aujourd'hui, déjà, je pense que dans le sport, de manière générale, c'est difficile de gagner de l'argent quand on est propriétaire. Dans le hockey français, il n'y a pas d'argent à gagner, clairement. Donc ça va être un profil aujourd'hui en élite, en tout cas si on parle de l'élite, ça va être pour la plupart des profils de chefs d'entreprise quand même costauds localement et qui sont passionnés en fait, qui ont connu ce sport-là par leurs enfants ou qui eux-mêmes ont été supporters et qui vont prendre ce relais-là et puis essayer d'emmener leur club un peu plus loin, quoi. Puis pour les joueurs qui jouent, exemple, en Division 3, en Division 4, je sais que c'est un défi de dire on aimerait ça monter en division avec les années.
Mais en termes monétaires, surtout pour les étrangers, ça doit pas être nécessairement si attrayant que ça. J'imagine que les joueurs vont là pour la passion. Tu as peut-être eu la chance également de parler avec certaines personnes. J'imagine qu'ils ont du travail à l'extérieur du hockey parce que je pense pas qu'avec une équipe de Division 2 ou de Division 3, peut-être même de Division 1, t'es capable de survivre parce que faut dire qu'en France, corrige-moi si je me trompe, t'es payé une fois par mois, je pense. Non, c'est ça, et puis pas toute l'année. Okay. Même si légalement aujourd'hui ça devrait être le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui normalement c'est obligatoire d'avoir des contrats de 12 mois en élite, au moins, à ma connaissance ce n'est pas encore le cas, il y a des joueurs encore payés sur 8-9 mois. Ok. Et on parle pas de salaire exorbitant du tout là, on parle de l'exception, enfin pour faire en dollars à peu près, un joueur qui gagne 4500 $ par mois en élite française, c'est un joueur qui est très bien payé. C'est pas du tout la moyenne. Tu vas plus tomber autour des 2000, 1500, 2000, tu vois, des fois pas sur. C'est ce que en moyenne les Canadiens ou les Québécois font ici en 2 semaines, tu sais, dans les payes exemple qu'on fait de 80 heures de travail ou c'est tout dépendamment exemple du taux de l'heure qu'on exécute le travail, mais quand tu regardes ça à 2000 par mois, tu peux pas faire de folie, donc c'est sûr et certain. Puis je pense que t'es payé aussi, le système français, c'est 1 fois par mois, comme je disais tantôt. Ici, c'est 2 fois par mois, là, donc 2 jeudis. Ça, faut que tu te prévois un budget en conséquence aussi. Là. Bah, c'est ça, il faut faire effectivement très attention. C'est pas... Ça peut être intéressant. Il y a eu pendant longtemps beaucoup de joueurs qui venaient d'Europe de l'Est. Parce qu'évidemment, la différence de monnaie faisait que même si nous, les salaires paraissaient très faibles, pour eux, c'était pas inintéressant. Et puis, t'en avais qui construisaient leur maison en Slovaquie ou en République tchèque, tu vois, et qui mettaient de l'argent de côté. Pour eux, c'était cohérent. Ils avaient un salaire qui, pour eux, était pas mal, pour nous, est assez faible, mais en même temps, ils étaient logés. Ils étaient quand même logés, nourris, etc. C'est ça la réalité du hockey en Europe. Hein? C'est un salaire faible, sauf que tu as un appartement. Et certains clubs peuvent se permettre peut-être de te nourrir, d'avoir un téléphone ou d'avoir une voiture pour te déplacer. Donc, c'est sûr que tu gagnes pas beaucoup, mais t'as pas à payer pour ton loyer. Donc, dans un autre sens, des fois, ça peut bien compenser. Là. Ça peut, mais en tout cas, je peux dire que pour parler de l'Europe de manière générale, si tu dois choisir entre être du côté suisse ou du côté français de la frontière, pour les salaires, de manière générale, et dans le hockey en particulier, vaut mieux jouer en élite suisse, hein, parce que là, d'un coup, ton salaire va être multiplié, et pas qu'un peu, hein, largement multiplié. Du côté des journalistes, ici, quand même, les journalistes sont bien rémunérés là, au Canada. Aux États-Unis aussi, ceux qui couvrent les sports majeurs. C'est sûr qu'en France, on l'a mentionné, c'est pas le hockey n'est pas le sport le plus populaire, ça s'en vient, mais tranquillement. J'imagine que tu peux pas gagner ta vie juste à couvrir la Ligue Magnus en France, qui est la ligue nationale ici, si on peut dire la meilleure ligue du pays. Non, c'est complètement impossible. Il n'y a aucun journaliste professionnel à 100% en France qui s'occupe que de hockey sur glace, ça n'existe pas. La plupart des journalistes qui en vivent, entre guillemets, et ils avaient le statut que moi j'avais avant, c'est-à-dire ils travaillent pour un média local, et parmi les affectations qu'ils ont, ils ont le hockey. En plus du soccer, du rugby, de tout un tas d'autres clubs qui peuvent... ce que j'ai fait en fait, moi je n'ai jamais été que sur le hockey sur glace. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre le hockey plus populaire en France? Parce que tu sais, veux pas, on a beau dire on va construire des infrastructures, on va s'investir, mais si les gens qui habitent plus en région, qui habitent plus en campagne, ne connaissent pas le hockey en tant que tel ou n'ont jamais été habitués d'y aller, comment peut-être aller chercher ces gens-là? Quelle idée peut-être aurais-tu pour faire en sorte que ça soit beaucoup plus populaire? Je sais que tu fais un projet actuellement qu'on va parler tantôt pour justement ouvrir les horizons par rapport à ça, mais ton idée par rapport à ça? Bah, c'est vrai que dans un monde idéal, les petits un peu partout en France, ils auraient une patinoire pas trop loin et ils auraient la possibilité déjà de patiner quand ils sont très jeunes, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'entre eux déjà. Au départ, je pense que ce serait là où ça commencerait, quelque part, quoi. C'est les infrastructures et le fait de découvrir, de connaître. On a coutume de dire entre passionnés de hockey que le plus dur, c'est pas de convaincre que c'est un sport génial, c'est juste que les gens viennent en fait. Parce que la plupart des gens qui viennent voir un match de hockey, ils sont conquis, ils adorent ça, ils trouvent ça fantastique, il y a énormément de spectacles, on sait, c'est un sport qu'on aime tous les deux, c'est un sport hyper spectaculaire. Donc la difficulté, c'est juste de se faire connaître déjà. Et se faire connaître, c'est la médiatisation, c'est être présent à l'école. Et puis, c'est l'équipe nationale, qui peut de temps en temps, parce qu'elle fait des grands résultats, etc., peut-être donner envie, etc. Alors pas au championnat du monde, parce que les championnats du monde de hockey sont très mal diffusés,
est très peu connu, mais on rêve tous des Jeux Olympiques. Là, c'est la mission qui a été assignée, j'ai envie de dire presque principale, qui a été assignée à Philippe Boson, le sélectionneur national, c'est d'emmener l'équipe de France aux Jeux Olympiques. C'est un des rares moments où il y aura des Français dans leur canapé, devant leur télé, qui vont découvrir et qui vont supporter cette équipe sur une chaîne publique, gratuite, etc. Ça, c'est une opportunité qui sera... c'est l'occasion aussi de découvrir d'autres sports. Hein. Nous autres, même ici au Canada, on a découvert le bobsleigh. On entendait parler, c'était quoi? Mais sauf que quand tu le vois pas, t'as pas idée nécessairement de ce que ça comporte. Exemple, les risques et tout le défi qu'il y a derrière ça. Là. Nous, par exemple, on a eu le biathlon, qui était quand même un sport très méconnu, et il y a tellement peu de licenciés, c'est fou, quoi. Et en fait, on a un grand champion, Martin Fourcade, un champion extraordinaire même, un champion comme on en voit tous les siècles quasiment à ce niveau-là, qui a porté cette discipline, qui a été très brillant aux Jeux Olympiques, et puis les gens se sont pris d'amour pour lui, pour ce sport, et finalement une chaîne comme la chaîne L'Équipe, qui est donc du coup le pendant audiovisuel du plus grand journal de sport français, le seul qui vraiment est costaud, et elle a acheté les droits, et elle a diffusé toute la saison de ce sport, du biathlon, qui était totalement inconnu et rayé de la carte. Alors après, c'est autre chose que le hockey sur glace, c'est très facile à suivre. Voilà, il y a le côté ski, et puis après, il y a le tir où on voit les cibles en gros, voilà. Ouais, parce que c'est tout qu'un débat, même ici, au Canada, on déplore des fois qu'il n'y ait pas de couverture pour le patinage de vitesse, pour le plongeon, pour le ski acrobatique, parce que nos Canadiens performent quand même à l'international. Donc, quand on les voit performer aux Jeux Olympiques, on se dit pourquoi ils ne présentent pas les compétitions de ski, mais moi, je le sais pourquoi, là, puis on le sait pourquoi. C'est que si les compétitions sont au Canada, au Québec, on va les écouter. Ah, c'est le fun. Mais s'ils sont un peu partout en Europe, en campagne, c'est 6 heures de plus qu'ici. Je suis pas sûr que les diffuseurs veulent nécessairement payer pour quelque chose qui ne sera pas écouté. Il y a ça, et puis ce sont des sports de grandes occasions. On sait très bien, on est tous pareils, quand on regarde les Olympiques pour découvrir. Est-ce qu'on a envie après de regarder du plongeon ou je sais pas, ou du saut à ski toute la saison après? J'en suis pas persuadé, c'est pas ça, exactement pareil. On est tous pareils, hein, on va tomber là-dessus, exemple, là, sur la télévision, on va regarder 2-3 minutes, finalement on va dire, il n'y a pas nécessairement d'enjeu, il y a peut-être une médaille à la fin, c'est peut-être une grosse compétition, mais finalement, nous on va se dire, pour nous ça change pas grand-chose au pays demain matin. Là, ouais, puis c'est le grand paradoxe, c'est qu'on pourrait penser qu'avec le nombre de canaux qui a explosé, aujourd'hui on peut regarder du sport partout, tout le temps, partout dans le monde. J'ai l'impression que ça a renforcé en fait les grandes marques, les grands championnats, les grands sports, et ça a pas du tout laissé plus de place aux petits sports. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Je sais pas. C'est ça, oui. Mais... C'est ça exactement. Quand tu regardes les Al Jazeera, les DAZN qui est ici au Canada, tu peux t'abonner, les MLS Network, toutes les chaînes spécialisées, c'est pour les ligues professionnelles. T'as pas de Amateur League Channel, t'as pas rien pour les couvrir de ce côté-là, le ski de fond, des choses comme ça. Des fois, ça peut arriver, le poste anglophone TSN 5 peut-être peut présenter une compétition, exemple en Colombie-Britannique, mais je pense qu'on diffuse déjà le golf qui n'est pas nécessairement le plus excitant. Là. Tu sais, quand tu diffuses les 4 rondes de golf puis que tu regardes ça, faut que tu sois vraiment passionné parce que c'est pas un sport nécessairement qui est très actif. C'est vrai. Et là, on parle d'autre chose aussi qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le golf, quel sponsor il y a, combien d'argent il y a. Tu vois, c'est aussi ça, quand tu vois des sports comme la voile ou le golf, faut quand même savoir ce qui les propulse derrière. C'est qu'il y a quand même des lobbies et des puissances financières d'un autre niveau que certains autres sports qui n'ont pas cette chance-là. Donc même si eux n'ont pas la cote d'écoute, si on peut dire, ça les fait pas mal nécessairement financièrement parce qu'ils savent qu'ils sont supportés par des gros commanditaires qui sont capables de mettre les sous. Ils sont capables, je suis sûr qu'ils seraient capables de dire à une télé, on vous fait même pas payer. Pour la retransmission, on vous l'offre là. Non, c'est ça, pas un problème. Puis souvent les diffuseurs, c'est pour meubler du temps d'antenne aussi. Souvent, il n'y a rien. Durant l'été, il n'y a pas de hockey, il n'y a pas de football. Bon, on va y aller avec le golf, puis ça meuble. Ce sont des entreprises privées. Moi, j'ai pas envie de taper non plus sur les médias français de manière générale pour pas diffuser du hockey. S'ils estiment avec leur modèle économique que ça va leur coûter beaucoup et que ça va rien leur rapporter. Ça reste des entreprises privées. Il y a eu l'illusion peut-être pendant longtemps en France avec la télévision publique et avec l'argent public qui était très, très, très présent, que c'était normal en fait, mais justement la force publique elle est là pour montrer des choses qu'on ne peut pas montrer autrement, et c'est très bien parce que justement c'est pas rentable. Avant de parler de ton projet, je veux que tu me parles par rapport aux arénas en France, parce qu'ici il y a quelques arénas qui sont privés. Bon, on peut penser au centre Vidéotron ici à Québec qui appartient
à Québec, qui appartient véritablement. Oui, c'est la ville qui l'a construit, mais c'est quand même le nom d'une compagnie qui est dessus. Si on pense l'Aréna des Trois-Glaces sur Pierre-Bertrand qui est privé, on pense au complexe sportif Tran de Bois-Châtel qui est privé. C'est quoi l'État en France? C'est des patinoires municipales, c'est des arénas. Est-ce que les compagnies s'associent au nom d'aréna ou c'est complètement différent? Non, c'est clairement pas le cas. Il n'y a pas d'investissement privé majoritaire. Il y a évidemment des patinoires privées, oui. Mais leur argent, ils ne le font pas du tout en lien avec le hockey sur glace. Ils le font sur les séances publiques et le loisir, en fait. Donc du coup, c'est même pas forcément un avantage pour un club, en fait, d'être dans ce schéma-là, quoi. Et d'avoir des heures de glace qui vont pas être forcément très importantes parce qu'elles rapportent pas assez, en fait, au privé. Non, il y a énormément de glaces qui appartiennent aux municipalités, hein, tout simplement, d'aréna, etc. Et le comble, c'est que je crois il doit y avoir à peu près 160 patinoires en France, plus ou moins. Et il y en a tout un tas qui ne sont même pas aux normes pour jouer un match de hockey sur glace. Et j'ai même appris au cours de ma carrière que certains maires avaient fait exprès de ne pas faire des patinoires aux normes pour ne pas accueillir d'équipe de hockey sur glace et ne pas avoir à donner une subvention, etc. après. C'est pour te dire... c'est quand même spécial. Là, ça revient à ce qu'on dit au début avec la population qu'il y a en France. Je pense que si ça avait été peut-être bien mené au départ, il y aurait peut-être des équipes qui pourraient être viables financièrement. Parce que quand tu regardes les grosses équipes de Magnus, des Grenoble de ce monde, sont capables quand même de survivre dans ce marché-là qui était implanté depuis des années. Là. Complètement d'accord avec toi, mais il faut pas oublier, à mon sens, c'est pas péjoratif non plus, c'est juste un constat que j'ai fait, que la France n'est pas un pays de sport. La France, c'est un pays de gastronomie, c'est un pays de culture, qui a énormément investi là-dessus, c'est un pays de cinéma, de théâtre, de tout un tas de choses fantastiques et merveilleuses, d'histoire, etc. C'est très bien, mais le sport, il arrive très loin derrière tout ça. Et le symbole principal, c'est Paris. Je veux dire, à Paris, ok, il y a le PSG maintenant, mais c'est qui? C'est un Français le propriétaire du PSG? Tu vois, ce sont pas du tout des Français qui sont propriétaires, et le propriétaire d'avant n'était pas français non plus. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que les grandes fortunes françaises, et Dieu sait qu'il y en a, il y en a beaucoup, et elles sont très présentes, sur je sais pas combien, sur les 100 plus grandes fortunes mondiales, mais il y en a un certain nombre, en tout cas, ils n'investissent pas dans le sport. Ça n'est pas dans leur culture, et ça n'est pas une évidence, quoi. Alors que tu as des pays où c'est complètement l'inverse. Enfin, je veux dire, tu compares Londres et Paris, en termes pour le sport majeur, on va parler du soccer, c'est la différence de nombre de clubs professionnels, elle est irrationnelle complètement. Enfin, je veux dire, à Paris, il y a le PSG, et puis il y a quelques clubs autour en deuxième, troisième division, rapidement, quoi, mais tu vas avoir 2 clubs de rugby au plus haut niveau, ok, c'est quand même déjà pas les mêmes budgets, mais il y a rien en termes de sport, je veux dire, et puis les Parisiens sont pas fans de sport, en fait. Tu vois, ils vont plutôt aller voir les expositions dans les musées, etc. Oui, alors ils vont voir le PSG, évidemment, parce qu'il y a des superstars, donc il faut voir, voilà, on en est arrivé à ce stade-là. Mais ils vont voir un club qui est financé par les puissances étrangères. C'est quand même fou pour un pays comme la France, qui est une des plus grandes nations au monde, financièrement, qui a des gens qui sont... Ouais, tu vois, ils auraient largement les moyens d'investir là-dedans. C'est pas un Français qui a aujourd'hui l'emblème du football français, quoi. C'est quand même... Ouais, c'était... Puis ça, c'est quand on pense à ça, puis t'as élargi quelques horizons, si on peut dire, de ce côté-là. Quand on compare dans certaines autres puissances, par exemple, ailleurs, là, dans d'autres pays, en Espagne ou... tu l'as mentionné en Angleterre, juste à Londres, t'as Chelsea, Arsenal, 2 grosses équipes. T'as même qui sont là, Tottenham, qui est pas loin, les Hotspurs. Donc juste dans cette, j'allais dire en anglais area, mais agglomération-là, de Londres, t'as quand même 3 grosses équipes qui font leurs frais. Je sais pas, je pense, sans déconner, il doit y avoir une douzaine, une quinzaine de clubs professionnels. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou en passant, mais un de mes meilleurs amis, Alexandre, avec un de ses amis, il vient de faire le tour, en fait, des clubs professionnels, justement, de foot de Londres. En 3 jours, en fait, ils ont fini par un marathon le dernier jour. Ils ont fait un nombre de kilomètres qui est impensable pour relier tous les stades de clubs professionnels de Londres. Juste de Londres, on parle bien que d'une ville, d'un pays, quoi, tu vois. Alors qu'en France, le tour des clubs de Paris professionnels, tu le fais en une demi-journée, et encore, c'est parce que peut-être ils sont éloignés, tu vois, mais c'est... Ouais. Non, ça n'a rien à voir. Il faut aussi, d'ailleurs, en passant, glisser le critère économique qui est très important. La fiscalité française est loin d'être la plus accueillante aussi pour les clubs de manière générale, et ça impacte beaucoup. On sait qu'on en parle beaucoup pour la Ligue nationale, pour le Canada par rapport aux États-Unis et pour le Québec en particulier. C'est le cas en fait aussi en Europe. Hein. Il y a des différences qui sont incroyables. En termes d'impôts, en termes de taxes, tout. Tout. C'est vraiment je sais plus. J'avais vu l'autre jour passer. Alors bon, c'est à vérifier quand même, mais que je crois que le PSG, ce qu'il payait en termes d'impôts, de taxes et tout, c'était équivalent à,
je sais pas, je vais te dire une bêtise, mais genre tous les clubs du championnat espagnol, quoi, d'élite, quoi, réunis. Ok. Tu vois, quelque chose, enfin, c'est-à-dire que les différences, c'est folle, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Alors en plus, il y a eu X scandales, les gros clubs étrangers ont beaucoup triché aussi sur les questions économiques, en plus de ça. Mais ouais, il y a des divergences fondamentales qui font que la France n'est pas un pays majeur de sport, même si elle a une très belle vitrine, parce elle sait faire de la qualité en sport. T'es à Québec actuellement parce que bon, tu veux mettre en place un projet. D'ailleurs, t'as fait le tour de la France dans la dernière année, ce que t'as appelé le Tour de France. Parle-moi un peu de ton projet et ce que tu fais également à Québec pour justement élargir les horizons de ce projet-là. Bah c'est ça, moi en fait j'ai appelé la partie médiatique de mon projet le hockey franco, parce que c'est vraiment la francophonie. Ce qui m'intéresse, c'est autour de cette belle langue qu'est le français, que j'adore et qu'on aime, et qui a ses spécificités, qu'on soit au Québec, en Suisse, en France ou quoi. Je trouve qu'on a 3 merveilleux pays qui sont pays ou régions qui sont le Québec, la Suisse et la France, qui ont des belles communautés, qui sont liées au hockey sur glace. Alors le Québec très loin devant, puis la Suisse, puis la France évidemment, qui arrive en dernier lieu, mais c'est mon pays, donc j'y suis très attaché aussi. Et du coup, en fait, dans le sens de ce projet-là et le développement de ma société aussi à côté, de mes activités de communication qui sont beaucoup liées au hockey sur glace et au sport, j'ai trouvé ça très intéressant et nécessaire, outre le fait de la baser en France, mon entreprise, de passer une bonne partie de l'année ici, parce que c'est ici qu'il se passe plein de choses par rapport au hockey sur glace. Il y a plein d'histoires à raconter, il y a des gens merveilleux à rencontrer, et je trouve que cette rencontre et cette confrontation amicale entre le français que je suis et les Québécois donne des résultats qui sont très intéressants. Et voilà, j'étais au programme Gagny Bergeron et puis au bootcamp là, j'ai enchaîné ça pendant 3 jours, et c'était hyper sympa d'avoir quelques joueurs de la Ligue nationale ou de la Ligue américaine me parler de leur rapport au français, me parler de ce que c'était qu'un vestiaire de Ligue nationale, et puis la place que pouvait y avoir cette langue qui est quand même la deuxième langue de la Ligue nationale malgré tout, le français, officiellement grâce aux Canadiens de Montréal, et puis par le passé grâce aux Nordiques, et je m'emplis en fait de toute cette belle énergie qu'il y a autour de cette langue commune et de nos passions en fait qu'on partage, quoi. Et tu vas aussi quelquefois à Montréal, parce que ça se passe pas juste à Québec, hein. À Montréal, il y a beaucoup de choses quand même durant la saison estivale qui se passe. Bon, rencontrer des joueurs là-bas, rencontrer surtout des artisans du hockey que t'as pas la chance de rencontrer pendant la saison quand t'es en France, parce que eux sont occupés dans leurs différentes occupations avec les équipes, avec leurs différents médias. Donc je pense que c'est quand même en été au Québec, c'est quand même la meilleure place pour vendre aussi peut-être le média francophone de France que tu veux exporter ici, là. Exactement, il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres. Après, tout le reste, de toute façon, ça me sert à développer la partie communication, parce que c'est quand même ça qui est le moteur financier de tout le projet, hein. Si j'ai pas de clients en termes de communication, ça finance pas le côté médiatique, qui est, comme tu dois le savoir toi aussi, c'est très difficile d'aller chercher des partenaires et des sponsors financiers quand on est média, etc. Même quand on est indépendant, même quand on est compétent, etc. C'est pas simple. Donc il y a ces deux aspects-là, ce qui me permet de profiter vraiment pleinement de mon séjour ici quand j'y suis. Là, je vais retourner en France début octobre, mais je vais revenir en décembre au Québec, quoi, parce qu'il faut que je sois là à ce moment-là. Je veux être là pour le tournoi Pee-Wee aussi en février, etc. Il y a plein de belles choses qui se passent aussi ici pendant l'hiver, donc voilà, puis les projets qui m'attendent sont merveilleux. Donc c'est où tu veux amener justement ton projet? C'est quoi exactement que tu veux faire pour que ça soit en France ou ici, là? Je sais que tu veux exporter là, ton projet pour que tu puisses le faire simultanément aux 2 endroits, mais qu'est-ce que tu veux faire exactement avec ton projet? Diffuser sur Internet avec différents intervenants? C'est quoi c'est exactement pour que les gens puissent comprendre? C'est clair que pour moi, les réseaux sociaux et leur gratuité, et puis YouTube qui est complètement incontournable pour moi et qui est, je trouve, extrêmement négligé concernant le hockey sur glace et le hockey sur glace francophone. C'est un terrain de jeu incroyable pour moi et de projet. Donc là, je suis en train de préparer, j'espère que ce sera prêt, on va tout faire pour, mais une émission en fait pour septembre, pour la rentrée en fait, en quelque sorte, pour parler, voilà, pour avoir un talk show intelligent, respectueux, voilà, dans les valeurs que je porte, avec des francophones qui parlent de la Ligue nationale une fois par mois. Donc ça, c'est mon projet de la rentrée côté média, etc. Et puis il y en aura aussi un sur le hockey français et international qui pourra intéresser aussi peut-être les Québécois, mais plus les Français et les Européens, je pense. Mon but, c'est aussi de lancer ça de belle manière et
et de réunir un maximum de passionnés autour de ce contenu-là avec des gens pertinents, parce que j'en croise plein en fait, en Europe, en France, au Québec, des gens pertinents comme toi, des gens passionnés qui ont des choses intéressantes à dire. J'ai envie de les regrouper et de développer ça pour arriver vers une professionnalisation autour de ça. Moi, j'ai toute l'activité de communication que je sais faire, qui m'intéresse beaucoup aussi, et je suis très content d'être missionné, etc. Mon but, comme tu me parlais de l'avenir, à court terme, c'est déjà d'assurer la pérennité financière de ma société. Parce qu'on va pas se le cacher, évidemment, c'est essentiel de pouvoir de vivre tout simplement chaque mois, d'avoir assez d'argent pour payer le loyer. Surtout que moi, je fais des allers-retours aussi, donc c'est coûteux. Et puis de pérenniser ça, la société, et de pouvoir développer ces projets-là. Et au fur et à mesure, développer financièrement, pouvoir payer des intervenants, et puis faire monter ce beau projet et qui donne la meilleure vitrine possible en fait au hockey francophone de manière générale. Si t'avais pas un siège social, mais si tu avais vraiment un endroit à t'ancrer, si on peut dire, est-ce que ça serait plus en France ou ici? Exemple, là, que tu veux que ça soit vraiment plus gros, là, tu veux diffuser puis dire, je m'installe là, s'il y a quelques fois je vais aller en France ou au Québec, je vais y aller, puis après ça, on verra. Mais selon toi, où les meilleures chances de succès sont selon toi pour te produire? Les chances de succès, c'est toujours difficile de les imaginer en amont, mais en tout cas, là où je veux être et là où je veux m'implanter le plus et que ce soit mon cœur, c'est ici à Québec. C'est clairement, moi, c'est une ville que je trouve absolument fantastique à tous les niveaux. Je trouve qu'elle a tous les avantages d'une très grande ville et tous les avantages d'un village. J'adore les gens, j'adore la vie ici, j'adore ce qui s'y passe au niveau du hockey, j'adore l'attachement à la langue française qu'il y a ici. Et qui m'est très cher. Donc pour moi, c'est clairement la ville. C'est vraiment pas un hasard si on s'en parle aujourd'hui ici. Parce que ici, les gens ici à Québec vont donner la chance, évidemment, à des nouveaux médias, à des nouvelles voix aussi, que ça soit de n'importe quel sport, que c'est pas juste au hockey, que ça soit exemple du soccer ou quelque chose. Et s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est pertinent, les gens vont embarquer. Et tantôt, tu parlais du média, de YouTube, tu sais, de tout ça, ce qu'on a accès aujourd'hui. Puis c'est intéressant, les capsules web que font les équipes, tous les genres de choses qui vont sur YouTube, ben ça a beaucoup plus d'impact, si on peut dire, que de juste passer à la télévision au câble, parce qu'aujourd'hui, les gens ne passent plus nécessairement leur temps devant la TV, bon, à moins que ce soit l'hiver à moins 30, puis on veut pas sortir, là, mais on s'entend que le reste du temps, l'été, l'automne, ou même quand on est à la maison, ben ça soit sur nos téléphones, sur nos tablettes, on regarde, exemple, des choses sur Internet, sur YouTube, ben, puis quand ça dure pas nécessairement des heures, ben c'est intéressant aussi. Les gens peuvent avoir cette diversité de contenu-là, là. Complètement, et puis moi je pense qu'il y a une vraie attente et une vraie place pour du contenu média professionnel et indépendant. Et en fait, la seule façon de réunir ça, c'est de faire comme j'ai fait, c'est de dire à un moment donné, tu claques la porte du journalisme traditionnel, t'as plus d'employeur, t'es ton propre employeur, t'es complètement indépendant, mais oui, il y a un vrai risque, oui, c'est pas simple financièrement, mais moi je crois en ce projet vraiment, et je pense qu'il y a de la place pour ça, et que les gens aujourd'hui, ils savent très bien, ils sont pas dupes, je veux dire, aujourd'hui on peut pas leur mentir, les gros réseaux de télé, etc., ils ont des accords financiers pour diffuser la ligue, etc., ils peuvent pas tout dire, ils peuvent pas tout faire. On est clair là-dessus, on a tous eu des employeurs, on sait ce que c'est. Quand on a un patron, quand il y a des intérêts financiers en jeu, moi je veux me libérer de ça en fait. Avec ma situation actuelle, je suis indépendant, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, je pense que les gens sont prêts à accompagner ce genre de médias-là. Donc ça va avec ma prochaine question qui était l'avant-dernière, ça va avec le fait que tu vas avoir cette liberté-là. J'imagine que si tu pouvais couvrir une équipe sportive ou un sport via un média, que ce soit ici à Québec, pas nécessairement de parler de ce qui se passe en France ou du hockey, j'imagine que tu te dirais, j'aime mieux avoir ma société parce que je suis plus libre de ce côté-là. Exemple, qu'ici, une station qui veut t'avoir pour parler de ce qui se passe localement, peut-être ça t'intéresse un peu moins de dire que je pourrais peut-être aller chercher une clientèle et un marché beaucoup plus grand en France, là. C'est ça, en fait. J'ai fait ce cheminement, en fait. J'ai pris ma décision et j'aurais pu, par peur de pas réussir, me dire il faut que je trouve un poste rapidement pour au moins être tranquille et puis je développerai à côté. Mais on sait tout ce que c'est, quoi. Développer un projet à côté d'un travail qu'on a au quotidien, c'est hyper compliqué. Moi, j'arrivais justement à cette limite-là. J'assume ma décision. J'ai choisi l'indépendance. C'est une prise de risque et je l'assume totalement. Mais c'est ce que je veux, en fait. Si y a une proposition pour être chroniqueur
à droite, à gauche, faire une petite capsule, quelque chose où je suis assez indépendant sur la gestion de tout ça, ça me fera très plaisir. Franchement, j'écouterai attentivement, mais jamais au détriment de ma liberté professionnelle, de ma liberté de ton, et jamais pour un poste permanent à un endroit, en fait. Donc c'est la même chose si une équipe t'approchait, peu importe le sport, dit « J'aimerais ça que tu sois en charge de nos communications », même si tu étais employé dans une équipe privée. Je vais te prendre l'exemple le plus clair pour que tout le monde comprenne et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si demain les Canadiens de Montréal me sollicitaient pour être responsable des communications, je dirais non. Et pourtant le poste, voilà. C'est ça. Puis parce que tu as mentionné les avantages, puis où tu veux amener ce projet-là aussi. Là. C'est que sur cette partie médiatique, je veux avoir une liberté de ton. Ok, j'ai une partie communication dans mon entreprise, mais aussi c'est mon entreprise, donc je peux choisir les clients. C'est ça. Donc je n'ai pas à vendre les talents de gens en lesquels je ne crois pas ou dont je ne partage pas les valeurs. Je veux garder cette indépendance-là. Pour moi, ce que je chéris le plus, c'est la liberté, quoi. Dans mon métier, j'ai eu de la chance, j'ai eu un employeur, mais j'ai quand même été très libre. La limite que j'avais là, c'est que je pouvais pas développer complètement ce projet dans le hockey parce que j'avais tout un tas d'autres choses à faire à côté et que du coup, il fallait que je prenne une décision, quoi. Est-ce que je vais au bout de mes rêves, de mon espoir, de ce projet qui est au bord de se créer, ou est-ce que je continue dans la sécurité et je garde mon emploi? Voilà, j'ai fait mon choix. Moi, aujourd'hui, je choisis d'aller de l'avant et de croire en ce que je fais et puis de l'assumer totalement. En terminant, pour les gens qui veulent suivre ce que tu as fait dans la dernière année, là, sur YouTube, si je me trompe pas, sur le hockey franco, tu as diffusé des entrevues, tu t'es déplacé dans différentes villes et tu as interviewé différents acteurs du hockey français. Donc, c'est bien sur YouTube. As-tu d'autres plateformes où on pourrait te suivre de ce côté-là? Ouais, sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, là, j'ai tourné pas mal de petites entrevues avec les joueurs justement de Ligue nationale ou Ligue américaine autour du français et de sa présence dans les vestiaires de Ligue nationale, etc., de leur rapport à ça, de leur rapport avec l'identité québécoise du hockey, etc. Donc ça, je vais diffuser ça sur sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis la chaîne YouTube, tu l'as dit, tu parlais de mon projet de Tour de France. En fait, c'est un projet qui a duré plusieurs mois, mais véritablement, j'ai été que juste un peu plus d'un mois sur la route. OK. Pour le faire. Ça paraît plus long parce que je pense qu'à chaque semaine ou 2 semaines, tu publies des entrevues. Là, voilà, c'est ça. Là, je viens de sortir les dernières. Il y a une centaine d'invités qu'on a vus il y a plus d'une cinquantaine de vidéos, quasiment 60, je crois 59 en tout, avec tout ce qui représente le hockey français en fait. Des arbitres, des joueuses féminines, des gens qui sont spécialistes de formation, des grands entraîneurs, des glorieux anciens joueurs, des arbitres, tout ce que tu peux imaginer comme le handicap aussi. J'ai voulu vraiment essayer de faire un portrait à travers les personnages intéressants de ce sport que j'avais pu rencontrer ou quoi. Un portrait en fait du hockey français, ce que n'aurait pas fait en fait un autre média. Donc tu connais l'aventure, j'ai fait un financement participatif qui a extrêmement bien fonctionné, qui m'a permis en partie de financer ce projet-là et puis de lancer le hockey franco. En fait, c'était un peu l'essai grandeur nature pour moi avant de me lancer. C'est très intéressant comme projet, puis si les gens, exemple, n'arrivent pas à te trouver ou à te contacter, juste à me contacter moi, puis je les tiendrai au courant là, de tes projets lors de ton lancement, où aller. De toute façon, sur les réseaux sociaux, ça va assez vite, par Facebook, par YouTube, là, tu partages, tu rends ça public, puis souvent, en quelques clics, beaucoup de gens sont au courant de ce que tu fais. C'est ça, puis d'ailleurs, on s'est connus virtuellement avant de se rencontrer, parce que justement, j'ai un groupe hockey sur Facebook qui est populaire et que tu as trouvé, on a pu échanger grâce à ça, donc c'est formidable ce que parce que déjà moi j'avais quelques liens un peu avec la France parce que j'avais des aspirations il y a quelques années d'entraîner en France là. Finalement ça s'est pas concrétisé pour XY raison là, mais c'est là évidemment qu'on a fait connaissance virtuellement et qu'on a pu échanger dans ce groupe là et qui d'ailleurs là, est toujours en activité. Donc j'invite les gens s'ils sont intéressés là, à joindre ce groupe là. Écoute, merci beaucoup Sylvain de m'avoir accueilli. C'est un plaisir. Je pense que les gens vont en savoir un peu plus sur la réalité du hockey français, sur plusieurs choses. Peut-être des joueurs qui avaient dans l'idée de se rendre en France, qui avaient justement ce genre de questions que peut-être leur agent ne peut pas répondre parce qu'il connaît pas la réalité sur les salaires, sur qu'est-ce qu'il peut avoir là-bas, sur alentour. Sur la couverture médiatique aussi. Ce qui est sûr aussi, pour juste ajouter une note positive, parce que c'est vrai que j'ai pas été très positif de manière générale, parce que le tableau est comme ça, mais je pense qu'ils vivront une expérience culturelle qui est assez incroyable. Ah ouais, ça c'est sûr. Et voilà, une carrière de hockeyeur, même de hockeyeur de très haut niveau, ça fait même pas la moitié d'une vie là, donc c'est juste quelques années, et à un moment donné où peut-être les performances de certains joueurs de haut niveau baissent,
Moi, je leur conseille vraiment de vivre cette aventure-là en Europe de manière générale. Peut-être d'abord en Suisse ou en Allemagne ou en Suède, là où les championnats sont plus importants. Ça permet de voyager à très bas coût quand tu es rendu en France. Puis écoute, l'année dernière encore, il y avait Tanner Glass, qui est donc un joueur de Ligue nationale du 4e bloc, qui est venu à Bordeaux. Il a adoré son expérience, là, il était charmant, il a aidé le club auprès des petits et tout. Il était dans une ville de culture, de vin, etc. C'est des expériences incroyables. Faut sortir des frontières. Et c'est vrai qu'au Québec, on est plus loin qu'en Europe, on est près de tout, en fait. Un peu localement, on peut aller dans plein de pays, etc. Mais je conseille aux gens voilà, s'ils sont des passionnés de sport, pas que de hockey d'ailleurs, d'aller voir. Quand vous pouvez, faites-vous plaisir au lieu de voilà, mettez un peu d'argent de côté et puis allez voir au-delà des frontières. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont intervenu, que ce soit dans les lignes ouvertes ou qu'on a entendu parler ouvertement, qui ont vécu une expérience en allant dans un match de soccer en Europe, en allant voir un match de rugby. Pourquoi ça a tant marqué les gens? Justement à cause de l'expérience, mais à cause de tout ce que tu peux retenir, du happening, là, de l'événement en tant que tel. Quelqu'un, moi je pourrais dire, j'ai été voir, exemple, un match de l'Impact au Stade Saputo, c'était tel que tel. Mais tu t'en vas voir un match que moi j'ai vu, Angleterre contre Belgique, pour la qualification de l'Euro 2012. Ben là, c'était pas la même chose, là. Tu voyais, c'était vraiment le stade 100 000 personnes à Wembley, à Londres. Et là, c'était vraiment l'ambiance qui était là. Et nous, c'était quelque chose de nouveau. Peut-être pour les gens que ça fait 50 fois qu'ils y vont, c'est pas aussi spectaculaire, mais ça reste que au soccer, il y a tout le temps du renouveau, pareil, avec les chants dans les estrades, avec tout ça. Donc, j'encourage aussi les gens à y aller. Là. Puis le merveilleux n'est pas que dans les plus grands stades, en fait. Il y a des... Parce qu'il y a des stades qui sont petits. Il y a des rencontres incroyables. C'est ça, t'es tellement, mettons, comment je pourrais dire, à huis clos là, dans le stade, que des fois, ça peut être beaucoup plus bruyant qu'un grand stade vaste. On en parlait à Anglette, par exemple, il y a une patinoire sur une plage. C'est quand même fou, quoi, d'imaginer ça. Il y a des endroits atypiques comme ça et des expériences humaines qui sont inoubliables. Et moi, le sport, je le remercie tous les jours pour ça, et le hockey en particulier, parce qu'il me fait faire des rencontres incroyables et autour d'une passion, quoi, une passion commune. Quoi. Alors, merci Sylvain, et puis j'espère qu'on va pouvoir se reparler dans quelques mois, lorsque tu seras de retour ici, pour justement nous parler de ton entame de projet, parce que évidemment, si tu veux partir pour la rentrée en septembre, ben, nous parler un peu de comment ça va avoir été ton projet. Et s'il y a des choses qui vont bien ou qui vont mal, souvent quand on lance un projet, des fois il y a des choses à travailler ou des choses comme ça. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps, très apprécié. Merci. On reste en contact, et pour les gens qui sont intéressés, le Hockey Franco sur YouTube avec toutes ces vidéos-là. Et Sylvain Taillandier par Facebook, t'es pas très dur à trouver. Là. J'imagine qu'avec le Hockey Franco là, dans ton profil, les gens pourront aller te rajouter ou clavarder avec toi s'ils ont besoin de nouvelles. Avec grand plaisir. Donc merci beaucoup, et on se reparle nous pour une autre émission d'Interaction Sport.